Donc je me présente, je suis Annabelle Fusa, donc je suis bénévole de Jeanne Malve Vadoise depuis 3 ans et je suis animatrice de l'équipe Deuil, donc qui accompagne les personnes endeuillées. Et nous sommes 8 bénévoles pour tout le Val d'Oise. Donc il y a Henriette, qu'on entendra tout à l'heure, Gisèle, Françoise, Laurence, Marie-Paul, Valérie, Alexandra, que vous venez d'entendre, et moi. Et en fait, nous ressentons de la part des personnes endeuillées une demande de plus en plus forte d'être écoutées et d'être reconnues dans leur douleur. Un désir aussi de rencontrer d'autres personnes qui vivent le même drame pour sortir en fait de l'isolement et du silence dans lequel elles peuvent être. Le souci qu'elles rencontrent, c'est qu'elles ne savent pas en fait où chercher de l'aide. Elles ne connaissent pas les dispositifs qui existent pour les soulager. Donc j'ai eu l'idée de créer cet événement avec les bénévoles de l'association Jeanne Malve pour parler du deuil, mais contribuer à faire changer le regard de la société sur la mort et sur le deuil, bien sûr. Et nous avons voulu également réunir tous les principaux acteurs du deuil du Val d'Oise pour créer un maillage et une synergie. En effet, il existe plusieurs dispositifs et de très belles initiatives. Je pense par exemple au Café Espérance qui est organisé à la paroisse de Saint-Leu, ou au groupe de parole organisé à l'hôpital d'Argenteuil. Mais ce sont des dispositifs des initiatives qui sont encore trop peu connues. Et elles sont méconnues du grand public, mais également des acteurs du deuil eux-mêmes. Et là, je peux citer Christophe Fernandez qui me disait « J'ai hâte de pouvoir partager avec les soignants qui sont en limité de soins palliatifs, parce que trop souvent, j'entends les familles me dire « Oui, le médecin m'a dit que... Oui, alors j'ai appris qu'il existait tel ou tel dispositif. » Alors que moi, je ne suis pas au courant de ce qui se passe. Et c'est la première fois en fait qu'on organise cet événement. C'est pour ça qu'il est important pour nous que vous nous fassiez un retour pour éventuellement renouveler l'opération. Donc à présent, on vous propose 2 tables rondes de 45 minutes chacune. Au total, il y aura 10 intervenants. Ils vont rapidement se présenter et vous pourrez échanger ensuite avec eux sur le forum. Chacun d'eux dispose d'un stand et ils seront là jusqu'à 18h30, donc vous aurez largement le temps d'échanger après les conférences. Alors la première table ronde, en fait, elle aborde le décès en lui-même. Donc l'annonce du décès, le moment du décès à l'hôpital ou décès à domicile, qu'est-ce qui se passe, que doit-on faire, qui doit-on appeler, sur qui pouvons-nous compter ? La deuxième table ronde abordera le après-décès, c'est-à-dire le deuil. Vers quel organisme se tourner pour trouver de l'aide ? Quels sont les dispositifs existants ? Quels sont les types d'accompagnement possibles ? Donc pour la première table ronde, nous commençons avec les témoignages de Justine Squara et de Christiane. Donc témoignage sur l'unité de soins palliatifs à l'hôpital d'Argenteuil. Donc Justine est psychologue et elle anime un groupe de parole à l'hôpital pour les personnes endeuillées. Et Christiane, qui est bénévole de Jeanne Malve, accompagne les patients et les familles tous les jeudis après-midi. Elle a été formée à Last AIDS, Dernier Secours, en 2022 par le docteur Bolu, qui est l'instigateur de cette formation. Donc Justine, dites-nous, qu'est-ce que c'est que l'unité de soins palliatifs ? Qu'est-ce que vous y faites ? Bonjour à tous. Donc nous, à l'hôpital d'Argenteuil, c'est un service où on accueille 10 patients maximum, on a 10 lits. Et c'est des patients qui souffrent d'une maladie grave, incurable, et il n'y a plus de traitement curatif en cours, et qui ont des symptômes qui ne sont pas soulagés. On appelle souvent symptômes réfractaires. Donc ces symptômes-là, ça peut être de l'angoisse, ça peut être de la douleur, ça peut être gêne respiratoire et plein d'autres symptômes. Et les missions de l'unité, ça va être de soulager ces symptômes. Donc, soit pendant le séjour dans notre unité, on arrive à stabiliser ces symptômes et on peut construire un projet hors unité. Donc, c'est-à-dire qu'on va construire peut-être un retour à domicile en mettant des aides en place, des aides appropriées, l'hospitalisation à domicile ou des prestataires de santé. Ou alors, on peut les transférer vers d'autres structures comme des soins de suite avec des lits identifiés de soins palliatifs. Donc, on ne décède pas forcément en unité soins palliatifs. Ça, c'est important, je pense, de le souligner.
Mais c'est vrai qu'il peut aussi y avoir une aggravation au cours du séjour. Et là, on va accompagner la personne jusqu'à sa fin de vie et accompagner également les proches. Je pense que c'est important de rappeler, je voulais rappeler la circulaire du 25 mars 2008 qui est relative à l'organisation des soins palliatifs et dans laquelle il est précisé que l'unité de soins palliatifs assure l'accompagnement des personnes malades et de leur entourage présentant des souffrances morales et socio-familiales complexes, et également qu'une unité de soins palliatifs doit tout particulièrement veiller à l'anticipation avec les proches des procédures liées au décès ainsi qu'au respect des rites mortuaires. Donc on voit que même dans les textes qui régissent les unités de soins palliatifs, l'accompagnement des proches fait vraiment partie des missions et on n'est pas là que pour le patient, on est vraiment là pour tout l'entourage. Donc nous, au sein de l'unité, l'ennouvellement des proches, il fait vraiment partie de l'accompagnement qu'on propose aux patients. Dès l'entrée dans l'unité, on propose des entretiens, on ferait un entretien d'accueil avec le patient évidemment, mais aussi avec la famille pour leur montrer qu'on est là pour eux et qu'on va aussi les accompagner dans cette étape qui est parfois et qui est même très difficile à eux de traverser. On va faire des points régulièrement avec les familles. On a aussi au sein de l'unité des petits salons des familles qui sont là pour que les familles puissent aussi un peu souffler, qui puissent sortir des chambres, qui peuvent aussi se sentir un peu plus accueillis que dans un service d'hospitalisation classique. On a la chance d'avoir une association qui est propre au service, qui s'appelle l'association Eden et qui nous permet de financer tous ces petits à côté entre guillemets pour vraiment accueillir les proches dans notre unité et de leur montrer qu'ils font partie intégrante de la prise en charge du patient. Du coup, on m'avait surtout demandé d'alcer ma présentation sur le décès à l'hôpital et comment ça se passe. Donc là, je vais plutôt vous parler de manière pratico-pratique. Donc, comment ça se passe quand il y a un décès, dont je vais parler, un décès à l'hôpital, mais surtout un décès en unité de soins palliatifs. Donc, je vais rappeler, entre guillemets, la procédure. Donc, déjà, de manière générale, à l'entrée dans le service, on demande toujours aux familles s'ils souhaitent être appelés 24 heures sur 24 s'il y a une aggravation ou s'il y a un décès. Parce qu'il y a des gens qui ne souhaitent pas être appelés la nuit. Donc, ça, on le respecte totalement et on le note dans le dossier. Donc, si les soignants repèrent des signes d'aggravation et un décès qui va survenir assez rapidement et que les proches souhaitent être prévenus, on les appelle. Ils ont aussi la possibilité de dormir sur place, les proches, donc c'est important aussi de le souligner s'ils le souhaitent. Donc si on repère des choses et que les proches souhaitent être prévenus, on les prévient, ils arrivent, on les accueille dans le service. Après, c'est eux qui voient s'ils veulent qu'on reste avec eux dans la chambre jusqu'au dernier souffle de leurs proches ou s'ils préfèrent rester seuls. Ça, il n'y a pas de règle non plus. Nous, on s'adapte. En fait, vous allez beaucoup m'entendre dire qu'on s'adapte parce que c'est vraiment le mot d'ordre en unité de soins palliatifs. Et si les proches ne sont pas là au moment du décès parce que soit ils ne le souhaitent pas, soit ils n'ont pas eu le temps d'arriver, ou nous, parfois, on peut repérer qu'un décès arrive, mais parfois on ne le repère pas, il arrive de manière soudaine. Donc voilà, on appelle les proches et on va essayer de préparer la chambre, de mettre des chaises, de faire que les gens puissent venir se recueillir auprès de leurs proches, s'ils le souhaitent, évidemment. Il y a des gens qui ne souhaitent pas rentrer dans la chambre une fois que la personne est décédée. Et ça, c'est libre à chacun. Il n'y a aucun jugement et aucune bonne manière de faire. Donc, on laisse le temps aux proches de se recueillir s'ils le souhaitent auprès du défunt. La personne peut rester à peu près 6 heures dans la chambre. Ça, c'est le protocole de l'hôpital. Au bout de 6 heures, on doit appeler nos collègues de la chambre funéraire qui viendront les chercher et les emmener. Nous, au niveau de l'équipe, donc on accueille les proches, on les laisse se recueillir et après on va faire ce qu'on appelle l'entretien de décès. L'entretien de décès, donc on essaye dans la mesure du possible d'être au moins un soignant. Moi, si je peux être là, je suis là et parfois un médecin. Et donc on va leur expliquer toutes les démarches qu'ils ont à faire au niveau de l'hôpital et après de contacter les services de pompes funèbres et tout ça. Donc, on leur remet une petite feuille explicative avec toutes les démarches à faire.
On peut aussi faire appel à ce moment-là, s'ils le souhaitent, à des intervenants extérieurs. Donc, les intervenants extérieurs, ça peut être l'assistante sociale pour aider dans les démarches, mais aussi les représentants du culte qui sont très aidants et avec qui on a vraiment l'habitude de travailler dans le service. Donc ça, c'est au niveau au moment du décès, comment ça se passe pour les proches. Après, j'avais aussi envie de parler pour les soignants. Alors, on parle pas forcément de deuil pour les soignants parce qu'on n'est pas dans le même affect que les familles, mais je trouve que c'est important de souligner que les soignants, surtout en unité de soins palliatifs, sont confrontés à des décès répétés et qu'il y a certains décès qui vont être plus marquants, plus touchants, plus douloureux que d'autres. Et donc, on a nos petits rituels d'équipe. Donc, déjà, on a un groupe de parole, supervision, une fois par mois avec une psychologue extérieure, ce qui nous permet aussi de revenir sur ces décès qui peuvent être compliqués. Et on a aussi un livre du souvenir où là, on va écrire toutes les personnes qui sont décédées dans le service. On va aussi coller les mots des familles parce que souvent, on reçoit des petites cartes, des petits mots des familles. Donc, on colle tout ça dans ce carnet. Et ce livre du souvenir, on le lit une fois par semaine à la fin de notre réunion hebdomadaire. On lit et on va lister toutes les personnes qui sont décédées depuis le staff précédent. Et c'est un petit temps d'hommage où n'importe qui de l'équipe, parce que c'est une réunion où toute l'équipe est représentée, voilà, peut vraiment s'exprimer librement, peut exprimer ses ressentis. Et c'est important pour nous d'avoir ces temps d'hommage soignants, en tout cas par rapport aux personnes qu'on accueille. Et du coup, je finirai ma présentation sur comment on accompagne les personnes endeuillées dans le service. Déjà, on envoie une lettre de condoléances à peu près 6 semaines après le décès. On envoie une lettre de condoléances de la part du service sur laquelle est précisé qu'un accompagnement psychologique est possible, est gratuit et sans limite de temps. Et on donne aussi l'information du groupe de parole. Donc, comme le disait Annabelle tout à l'heure, on a créé un groupe de parole que je co-anime avec un aide-soignant du service qui s'appelle Parlons Deuil. Et d'ailleurs, j'en parle parce que c'est un groupe qui est ouvert à tous et pas forcément aux gens qui ont perdu quelqu'un à l'hôpital d'Argenteuil. C'est vraiment ouvert à tout le monde sur le territoire. Et donc, voilà, donc on précise par cette lettre de condoléances. Et c'est important aussi de préciser qu'on accueille les endeuillés, quel que soit leur âge. D'autres on peut accueillir bien sûr les adultes, mais également les enfants. Et donc pour ça, j'ai aussi des petits outils qui permettent. Alors, je précise juste les enfants, pas pour le groupe de parole, juste en individuel. On n'a pas encore de groupe de parole dédié aux enfants, mais en tout cas, voilà, en individuel, on a des. Vous pourrez passer, si vous voulez, tout à l'heure sur le stand où j'ai des petits livres, des petites mallettes, des petits outils qui permettent aussi de pouvoir accompagner ces enfants qui perdent un proche. Je vous parlais tout à l'heure qu'on avait la chance d'avoir des intervenants extérieurs qui pouvaient être aidants comme les représentants du culte, mais on a aussi une bénévole, Jeanne Malve, et je sais qu'on en accueillera une autre dans les semaines à venir. Et donc, je vais passer la parole à Christiane, qui nous aide beaucoup aussi au quotidien dans l'accompagnement des endeuillés et des patients en Guyana. Alors bonjour, je m'appelle Christiane. Alors pourquoi suis-je devenue bénévole? Marquée par le décès de personnes qui m'étaient chères, bouleversée par le suicide de mon frère à l'âge de 25 ans, éprouvée par la déficience visuelle de notre fils, mais aussi reconnaissante pour le soutien qui m'a été apporté dans ces épreuves, j'ai su très tôt que j'allais devenir bénévole et que j'allais m'engager au service d'autrui. Et c'est grâce à de belles rencontres que j'ai connu l'association Jalma Val d'Oise. Après ma formation, j'ai été affectée à l'hôpital d'Argenteuil, d'abord à l'EMA, équipe mobile d'accompagnement, puis à l'USP, unité de soins palliatifs. Quel est mon rôle de bénévole? Que veut dire être bénévole? Être soi-même tout en ayant le souci de l'autre. À l'USP, j'essaie de tisser un lien de présence, d'écoute attentive, parfois de présence silencieuse. Et j'aimerais rendre hommage au docteur Denis, l'ancien chef de service qui a pris sa retraite il y a 15 jours et qui a remercié les bénévoles, car pour lui, il représente la société civile et apporte un souffle de l'extérieur. En tant que bénévole, je suis également disponible pour les familles endeuillées et les proches.
Et pour illustrer mes propos, je me permets de vous partager la lecture de 2 témoignages évoquant le deuil. Premier témoignage, mon soutien jusqu'à la morgue à une fille endeuillée de sa maman. J'ai accompagné pendant plusieurs semaines Madame L. Le premier contact a été tout de suite très chaleureux. Elle me disait « Ma maladie est difficile à vivre, mais elle m'a permis de rencontrer des personnes qui me sont devenues précieuses, comme vous les bénévoles, avec lesquels je peux emmagasiner les petits bonheurs. » Elle pleurait souvent, mais elle aimait aussi rire, et son rire était communicatif. Elle adorait chanter. Chaque semaine, nous fredonnions le refrain du Alléluia de Leonard Cohen, son chant préféré. Grâce à ma collègue bénévole du lundi et à ses SMS, j'ai pu être en communion avec l'équipe le jour de son décès. L'aumônier Nathalie, ici présente, que je remercie, qui la voyait régulièrement, nous a contactés et nous a invités à un moment de recueillement à la morgue. J'y suis allée, comme je l'avais promis à la patiente, pour lui rendre un dernier hommage et lui dire adieu. Sa fille présente m'a prise dans les bras et m'a remerciée en disant « Elle m'a beaucoup parlé de vous et de votre collègue. Merci pour toute l'attention et les petites joies que vous lui avez apportées. Cela m'aide beaucoup de savoir qu'elle a été bien entourée. » Et nous avons pleuré ensemble. Le deuxième témoignage relate mon soutien à l'équipe de l'USP qui a exaucé la dernière volonté d'un patient et aidé ainsi une famille à faire son deuil. Pendant plusieurs semaines, avec ma collègue, nous avons accompagné M. P., originaire de la Côte d'Ivoire et habitant depuis 12 ans en Angleterre, avec son épouse et ses enfants. De passage à Paris, M. P. a dû se faire hospitaliser d'urgence à l'USP d'Argenteuil. À son chevet, j'ai que la connaissance de son épouse. Ensemble, ils ont évoqué leur vie près de Londres et leur bonheur d'être entourés d'une communauté fraternelle et solidaire. Très vite, le patient a fait part à l'équipe soignante et aux bénévoles de son souhait de repartir en Angleterre. Au vu de son état de santé, cette solution ne paraissait guère envisageable. Néanmoins, toute l'équipe soignante a essayé de faire écho à cette requête. Il fut décidé de faire venir ses enfants. Ce moment précieux de partage affectueux a agi comme du baume au cœur et l'état de M. Paul s'est miraculeusement amélioré. Alors, son vœu de rentrer chez lui en Angleterre est devenu son seul but, sa seule espérance. Après mûre réflexion collégiale, l'équipe soignante a décidé de mettre en place cette expédition humainement audacieuse. La direction de l'hôpital ayant octroyé un ordre de mission jusqu'à la gare du Nord par l'Eurostar, le docteur Anne de la Tour, à laquelle je rends hommage, chef de service de l'UFP de Lima, à l'époque volontaire, a pris sur ses jours de congé pour accompagner et assister médicalement le patient. Et c'est à l'issue d'un voyage sans encombre et d'un détour surprise devant la maison de M. Paul que l'accueil Saint-Francis Hospice a été les plus chaleureux. Et le jeudi 9 octobre 2014, belle synchronicité, le docteur Anne de la Tour annonçait aux soignants présents et à moi-même que M. Paul venait de décéder, 15 jours après son arrivée en Angleterre. Selon sa volonté, il était entouré de l'affection de son épouse et de toute la famille. Un moment de grande émotion et de reconnaissance pour l'équipe soignante qui avait porté ce projet avec ferveur. Alors que les photos prises lors de ce voyage humanitaire circulaient de main en main, toutes nos pensées sont allées vers le défunt et sa famille. Quelques larmes coulaient. Grâce à la disponibilité généreuse, grâce au dévouement bienveillant de toute une équipe soignante à laquelle je rends hommage, grâce à l'aval de l'hôpital d'Argenteuil, auquel je rends hommage, le dernier vœu de M. Paul a été exaucé dans le respect de sa dignité et dans un élan d'humanité et de solidarité. Et la famille de M. Paul a pu faire son deuil. Et en conclusion,
permettez-moi d'évoquer Lita Bassé, une théologienne de Suisse, dont le fils s'est suicidé en 2001 et qui a écrit dans son livre témoignage avec son cœur de maman. Ce livre, le titre, c'est « Ce lien qui demeure jamais ». Elle écrit « Je m'aperçois aujourd'hui que j'ai dû ma survie au moindre détail. » Et elle décline au fil des pages, une main sur une épaule, un sourire, un petit mot, le partage en silence, une solidarité muette. Et pour terminer, cette citation qui pour moi résume le deuil, de l'auteure-compositrice alsacienne Sylvie Reff, très affectée par le décès de son papa. Elle écrit dans un poème « Dans le deuil, la mort se tait, l'amour parle. » Merci beaucoup, Christiane et Justine. Nous allons maintenant avoir le témoignage de Shirley Kopsa du DAC et de Marie-Paul, qui est bénévole Jalmalve maintenant dans l'équipe deuil, mais qui était auparavant aide-soignante à domicile. Elle va vous faire part de son expérience. Et Shirley est psychologue au DAC 95 Ouest Cordinov. Shirley, pouvez-vous nous dire déjà qu'est-ce que c'est qu'un DAC? Qu'est-ce que vous préconisez, vous, en cas de décès à domicile? Bonjour à tous. Donc, comme l'explique Madame Fusa, je m'appelle Shirley Boukobza, je suis psychologue au sein d'un DAC. Un DAC, c'est un dispositif d'appui à la coordination de soins à domicile et ils sont financés par l'ARS. C'est un service gratuit et d'utilité publique. Sur le Val d'Oise, il y a 3 DAC. Donc, il y a le DAC Cordinov, dans lequel je suis. Il y a le DAC Joséphine, qui est justement sur le secteur d'Aubonne. Et il y a le DAC Opalia, qui me semble être aussi présent dans la salle. Et en fait, nous avons plusieurs missions, dont 4, c'est-à-dire informer, orienter, coordonner sur les parcours de soins dits complexes, c'est-à-dire des patients qui vont avoir plusieurs pathologies avec des problématiques psychosociales et médicales, bien sûr. Et nous accompagnons donc ces patients et leurs familles et ou leurs aidants. Et nous avons aussi tout ce qui est animation territoriale. Donc en fait, on s'occupe aussi de promouvoir la santé sur le territoire. Alors le DAC Cordinov, ça représente à peu près 114 communes pour vous faire une idée. Et n'importe qui peut nous solliciter. C'est-à-dire que ça peut être un professionnel de santé, du secteur médico-psychosocial, ça peut être un patient, ça peut être un aidant, ça peut être le voisin, ça peut être vraiment n'importe qui. Il suffit de nous contacter. Et aujourd'hui, du coup, je vais présenter tout ce qui est, du coup, décès à la maison à travers un petit livret qui s'appelle le livret d'essai. Mais d'abord, je vais laisser ma collègue Jalmave se présenter. Bonjour, je m'appelle Marie-Paul, je suis une ancienne aide-soignante qui a travaillé en soins à domicile à Sarcelles, à l'association Chaptal. Je suis à Jalmave depuis 2 ans. J'ai fait d'abord accompagnante et maintenant je suis dans l'équipe deuil. Alors, pour ceux avec qui prendraient petite note, sachez qu'il y a un livret qui reprendra tous les points que je vais expliquer. Il est sur le stand de Jalmave. Donc, un décès, effectivement, ça peut survenir à l'hôpital, mais ça peut aussi survenir à domicile, que ça soit attendu ou non. Et dans ces moments-là, c'est souvent, que ça soit attendu d'ailleurs ou non, un moment émotionnel assez intense. On ne sait plus trop quoi faire, on ne sait plus trop quoi dire, et surtout vers qui se tourner. Donc, dans l'idéal, ce qu'on essaie de faire, nous, au DAC, c'est, quand c'est possible, bien sûr, quand tout le monde est au clair, c'est de préparer un petit peu, d'essayer d'anticiper autant que faire se peut, même si on n'a pas toujours tous les codes pour le faire. Et du coup, de préparer à travers différentes étapes que reprenne le livret d'essai. Ce livret, il a été co-construit avec les 3 dates du territoire, avec l'USP, donc l'unité de soins palliatifs de Pontoise, mais aussi sûrement celle d'Argenteuil et toutes celles qui sont sur le Val d'Oise, et les équipes mobiles également de
de soins palliatifs. Tout ça validé par la Corpalif. Alors la Corpalif, c'est la cellule de coordination de soins palliatifs en Île-de-France. Le livret d'essai explique un peu en 4 étapes qu'on essaye, bien sûr, on ne se contente pas de donner le livret aux patients et aux familles, ça serait un petit peu froid. On explique tranquillement, quand on en a la possibilité, encore une fois, toutes ces étapes, comment essayer de préparer mieux pour pouvoir gérer le mieux possible, si on peut dire ça comme ça, quand un décès survient à la maison. Alors, la première étape, du coup, c'est quand le décès arrive à la maison, c'est de trouver un intervenant qui va pouvoir constater le décès. Et là, le premier intervenant forcément auquel il faut penser, c'est le médecin traitant. Alors, je sais que vous me voyez venir, je sais que beaucoup de personnes n'ont plus de médecin traitant à l'heure actuelle, que c'est très compliqué. Mais quand il y en a un, c'est bien sûr lui qu'il faut prévenir. Et s'il se déplace à domicile, c'est à lui qu'il faut s'adresser en priorité. S'il n'y a pas de médecin traitant, on peut aussi se tourner vers SOS Médecins, vers aussi le SAMU, bien sûr, qui va pouvoir intervenir. Et en dernier recours, ça peut être aussi le commissariat de police, bien sûr. Dans un délai d'intervention qui peut parfois être long, ça peut aller jusqu'à plus de 24 heures pour intervenir et constater le décès. Il va falloir justement attendre. Donc l'AS, elle va rester auprès du patient. S'il y a un aidant, elle va le conseiller, l'orienter, le diriger vers le médecin, le diriger vers le SAMU ou l'IEA, qui est la nouvelle infirmière qui peut aussi donner un certificat de décès. Elle va rester auprès de cet aidant et s'il n'y a pas d'aidant, elle restera auprès du défunt. Elle appellera la coordinatrice qui va gérer sa tournée parce que l'AS n'a pas qu'un patient en charge, donc il faudra continuer la tournée. L'aide-soignante restera auprès du patient. L'infirmière habilitée IEA, c'est une infirmière qui a fait une formation spéciale et qui peut éventuellement faire des ordonnances, elle a une relation directe avec le médecin et elle pourra, si elle a eu la formation, faire un certificat de décès. Donc je disais que l'aide-soignante restera auprès de l'aidant et elle essaiera de la réconforter, de veiller avec elle à ressourcer tous les papiers qu'on aura besoin, qui sont souvent le livret de famille, s'il y a un acte de naissance, une carte d'identité, une carte de mutuelle, une carte de sécu. Souvent, c'est référencé, c'est bien rangé, mais pas toujours. Des fois, il faut chercher longtemps. Et puis, si la personne a contracté a déjà une concession, a déjà fait tout ce qu'il fallait, appelez le numéro souvent des pompes funèbres ou autres. Mais de toute façon, l'aide-soignante restera avec et dans un deuxième temps, elle ira auprès du défunt et elle fera en sorte qu'il soit dans un contexte sain. Elle fermera les volets, elle éteindra le chauffage, elle fera en sorte qu'il reste propre et visible pour sa famille. Une petite toilette peut être prévue, un change orienté tout autour de lui qui étue tous les appareils de façon à ce que la famille puisse se recueillir auprès de lui tranquillement. Alors, effectivement, pour pallier au manque de médecins traitants, des infirmières ont été formées à pouvoir faire des certificats de décès certaines. Cette liste d'infirmières est connue du SAMU. Et il y a 2 types d'infirmières, si j'ai bien compris. La première liste, c'est que les infirmières peuvent faire ces certificats pour leurs patients. Et la deuxième liste, c'est des infirmières qui peuvent le faire pour leurs patients, mais aussi pour des personnes qui ne le sont pas. Donc voilà, cette liste est pour l'instant connue que du SAMU. Mais si il y a une infirmière à la maison, vous pouvez toujours lui poser la question de si elle est habilitée à faire ce type de certificat. Un point important qui est administratif, mais qui peut bien embêter après et il faut rester vigilant là-dessus, c'est quand le certificat de décès est écrit, que ce soit par un médecin, une infirmière, etc. C'est vrai qu'une faute d'identité, ça peut poser pas mal de problèmes après. Donc, c'est toujours important de vérifier ce qui a été écrit avec celui qui a fait le certificat. Du coup, la deuxième étape, dont Marie-Paul en a un petit peu parlé,
c'est l'intervention des pompes funèbres, donc, qui ont besoin de ce fameux certificat de décès. Et là, je les laisserai s'exprimer sur cette partie. Ils savent mieux que moi. La troisième étape, c'est vraiment, comme c'est plus les gestes à avoir, comme disait Marie-Paul, donc de garder la pièce fraîche, de mettre dans la pénombre. Mais aussi, c'est aussi un petit temps de recueil, un temps à vous, où il peut y avoir certains rites, justement, religieux, qui peuvent être faits à ce moment. Et puis, ça peut être, avoir un contact, toucher une main, un simple au revoir, ou autre chose. En fait, ce que vous ressentez nécessaire à ce moment-là. Et chacun fait comme il peut à ce moment-là, c'est aussi très important de le redire. Et la dernière étape, qui est très administrative pour le coup, mais c'est avoir les papiers déjà de près, si c'est possible. Donc là, c'est avoir la carte d'identité du défunt, la carte de mutuelle, le RIB, savoir s'il y a une concession ou non, et présenter les papiers nécessaires s'il y en a une. Et voilà, essayer de garder tout ça dans une pochette. Comme ça, à ce moment-là, on n'est pas obligé de se concentrer sur tout ça. Plus que nécessaire, on peut être un peu plus sur la partie émotionnelle. Merci beaucoup. Donc à présent, nous allons écouter Christophe Fernandez et Jean-Paul Magatian, donc sur le travail justement des pompes funèbres. Donc Christophe Fernandez est le directeur de l'agence des pompes funèbres générales à Hermont et Jean-Paul est thanatopracteur. Donc en cas de décès, que ce soit à l'hôpital ou à domicile, dites-nous comment se passe la prise en charge du défunt, quel est le rôle des pompes funèbres et en fait, qui êtes-vous tout simplement? Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans un premier temps, je voudrais, en préambule de mon intervention, dire quelques mots. La première, c'est que, on le sait pas, on le dit pas, il y a entre 7 et 8% de la population qui travaille de manière directe ou indirecte avec la mort. Et, paradoxalement, on essaie de cacher la mort. Et lorsque Annabelle m'a dit, tiens, j'avais une idée pour faire un forum, j'ai dit go, go, go. Pourquoi? Parce que nous, pour Funèbre, et j'ai une pensée également pour mes confrères, on est le maillon final. C'est-à-dire que lorsque la famille vient, elle est endeuillée, il y a eu un gros travail qui a été fait. Et je vous le dis parce que je le pense, je tenais à vous remercier, vous tous, les professions, je suis encore en train d'apprendre plein de choses. Vous nous aidez beaucoup lorsque la famille arrive à l'agence, psychologiquement, elles se sont senties aidées, accompagnées, et ça nous aide beaucoup ensuite pour le cours de l'entretien et pour le cours de l'organisation des obsèques. Voilà, je tenais à le dire. Alors, en effet, je suis Christophe du groupe des pompes gérales. Alors, nous sommes une société qui a à peu près 1500 agences. On a essaimé un peu partout dans tous les coins de France et de Navarre. Je dirais qu'il y a 3 motifs. Le premier, c'est l'accompagnement. L'accompagnement qui doit être assez rapide, dans le sens que, je vous rejoins, tant qu'il n'y a pas de médecin, on ne peut pas intervenir. Donc, nous, notre but, et on a des numéros qui sont ouverts 24h/24, lorsqu'une famille nous appelle pour nous dire qu'elle a perdu son proche, on demande tout de suite si le médecin est venu, car c'est un certificat de décès, c'est un peu comme un laissez-passer. On ne pourra pas intervenir et prendre en charge le corps si nous n'avons pas ce document. Donc, sans avoir vu la famille, déjà, nous avons cette mission première, c'est de prendre en charge la famille, de la soutenir. Deuxième point, lorsque nous recevons la famille et qu'elles sont à l'agence, là, nous aurons un entretien où nous allons établir un diagnostic. C'est-à-dire qu'on va poser plein de questions. Les familles seront perdues. Elles ne savent pas qu'est-ce qu'elles doivent faire, qu'est-ce qu'elles ne doivent pas faire. Donc, parce qu'elles sont complètement prises par le deuil ou elles sont au début de leur deuil. Et donc, nous devons, par notre savoir-être et notre savoir-faire, poser des questions, affiner leurs besoins et dire ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est important pour eux, ça fait partie de l'accompagnement. Le deuxième motif qui nous est cher, en effet, c'est l'organisation. On est des organisateurs. Et il y a 2 types de grands hommages en France, c'est la crémation et l'inhumation. Et je me suis rendu compte dans ma carrière que beaucoup de personnes ne savaient pas qu'existait la crémation, l'enterrement certes, mais la crémation, et est-ce qu'ils avaient tous le droit d'être incinérés, et quelles seront, je dirais, les directives pour pouvoir faire une crémation ou une inhumation. Alors, pour résumer, pour être synthétique, l'inhumation, c'est nous avons une personne qui, imaginons, a été transférée à une maison funéraire. Donc, la maison funéraire, c'est là où reposent nos proches, le temps que l'organisation des obsèques se fasse. Et puis, on va, en effet, proposer, si elle est désirée d'une inhumation, fournir du personnel logistique, c'est-à-dire des porteurs,
le maître de cérémonie, le véhicule funéraire. Le corps partira donc de la maison funéraire pour ensuite passer, s'il y a un culte, passer donc dans un édifice cultuel. Donc nous serons toujours là pour les accompagner. Donc ça fait partie de la personnalisation de l'hommage. Et ensuite, nous nous rendons dans le cadre d'un enterrement, nous nous rendrons donc au cimetière. Et en l'occurrence, en amont, on aura vu avec la famille si en effet, et vous en parlez un petit peu, si elle avait une concession. Alors une concession, c'est quoi? C'est en effet, on acquiert auprès de la mairie une sorte de terrain. On loue un terrain, on pourra en effet faire un cabot, donc une structure bétonnée sous la surface, où le corps, plus précisément le cercueil, sera inhumé. Et à la surface, on mettra ensuite un monument, vous avez dû le voir, un monument en granit, c'est-à-dire ce qu'on voit au-dessus. Et puis, si c'est pas dans le cas d'un caveau, ça peut être une inhumation directement à la terre. Ce que je vous parle de là, c'est le premier hommage qui est l'enterrement. Et ensuite, vous avez un deuxième type d'hommage qui est la crémation. Alors, c'est un petit peu la même matrice, sauf que la finalité n'est pas la même. Imaginons que nous partons toujours de la maison funéraire, comme pour partir également de l'hôpital. Le corps peut rester à l'hôpital si la famille le désire. Nous partirions donc soit à un passage religieux, si c'est le cas. Alors là, bien sûr, nous accompagnerons également la famille avec nos personnels logistiques, toujours les porteurs et le véhicule funéraire et le desservons-nous, et le matériel inhérent qui sont bien sûr les tables à registre, les chandeliers et la jupe, qui accompagneront également la cérémonie. Et ensuite, nous partirons pour aller au crématorium. Et là, au crématorium, nous aurons également organisé avec le responsable de la crémation un deuxième cérémonial qui sera donc plus laïque et qui sera donc réalisé au crématorium, qui permettra ensuite à la famille, si elle le désire, à récupérer l'urne, puisque là, il n'y a plus de cercueil, les cendres sont repliées, je dirais, dans l'urne, ou bien c'est eux qui seront de nouveau missionnés pour prendre l'urne. Et puis, il y a une étape finale, c'est que l'urne peut également être inhumée au cimetière. Donc, ça sera plus un cercueil, mais ça sera dans la position familiale. L'urne sera inhumée dedans, ou bien, je dirais, dans le casque columbarium. Ce sont des cases en granit qui sont en hauteur, en élévation. Donc, nous sommes à la fois, en effet, les accompagnants, et nous sommes aussi surtout les organisateurs. Et puis, je dirais, le troisième motif, c'est qu'on est des facilitateurs. Tout est épidermique, on est en deuil, on est perdu. Et ce qui est important quand même de savoir, c'est que en France, il y a une législation qui est très importante en appui administratif. Alors, il y a du bien et du pas bien. Moi, je dirais qu'il y a du bien quand même. Parce que il y a quand même une dignité à avoir. On a aimé et on aimera toujours notre proche, mais on peut pas faire n'importe quoi. L'amour que tout, parfois non. Et donc, nous sommes les facilitateurs, nous sommes les représentants, je dirais, de l'État, dans le cadre de la législation funéraire qui est recueillie dans ce qu'on appelle le Code des collectivités territoriales. Donc, en effet, on se battra pour qu'il y ait une personnalisation, mais en cela, il y a un encadrement juridique. Et donc, lorsque je dis que nous sommes des facilitateurs, c'est qu'on va être le lien entre la famille endeuillée et les différents prescripteurs. Et qui sont les prescripteurs? Eh bien, c'est simple, ça peut être des hôpitaux si le corps part. On se devra se rapprocher du responsable de l'amphithéâtre pour dire attention à la table des obsèques, et il y a des papiers à remettre. On sera également le lien direct entre la famille endeuillée et l'État, qui sont donc les préfectures ou les collectivités locales. Les collectivités locales qui sont, je dirais, les responsables des cimetières. Donc, on a également des papiers administratifs à faire signer aux familles endeuillées. Et puis, je vais même plus loin. On est également le facilitateur vis-à-vis de tous les représentants culturels. Le représentant culturel ne voit pas la famille dans un premier temps. C'est nous qui nous rapprochons de ce représentant pour, bien sûr, donner toutes les informations relatives aux défunts, toutes les informations relatives également à la famille et dater le jour des obsèques avec eux. Là, ce sont les familles qui sont en deuil. Et puis, nous avons aussi un rôle qui est très important, en tout cas à mes yeux, pour les familles qui ne sont pas du tout endeuillées, un faire concret, une personne qui, de son vivant, veut organiser ses propres obsèques. Alors, on recevra soit à l'agence, soit en son endroit au domicile, et cette personne, de son vivant, on va lui poser un certain nombre de questions. On va établir un diagnostic. On va lui dire, voilà, qu'est-ce que vous désirez? Ah, ça, c'est pas possible. Ça, c'est possible. Vous voulez un hommage religieux ou pas? Est-ce que vous voulez une crémation ou une inhumation? Et puis, cette matrice, cette collecte d'informations, on nous en l'a couché sur ce qu'on appelle un contrat obsèque. Et ce contrat obsèque est très important parce que il va permettre à cette personne, déjà, de prémunir ses proches. Les volontés sont déjà écrites. Et ça, c'est fondamental. J'ai souvent des familles qui sont perdues parce qu'ils ne savaient pas ce que leurs proches voulaient. Car, comme je disais tout à l'heure, il y a plus d'heures, la mort est là et on n'en parle pas trop. Donc, en touchant ces volontés, ça diminue
plein de choses au niveau de la famille. Et puis nous sommes juridiquement leurs garants. Un contrat obsèques, on rentre dans un cadre juridique. Lorsqu'il y aura le décès, nous sommes les garants de ses volontés. Et puis il y a également une approche financière. Souvent, les familles ne savent pas combien coûtent les obsèques. En réalisant un contrat obsèques, en effet, financièrement, on prémunit également ses proches. Et puis, en dernier ressort, je voulais aussi vous dire que nous faisons aussi des rapatriements internationaux. Comme je disais tout à l'heure, nous avons essaimé un peu partout dans tous les coins de France et de Navarre, mais nous contribuons aussi à aider les familles qui sont endeuillées et qui ne sont pas françaises et qui voudraient que leurs proches soient rapatriés. Et ben, nous sommes également maîtres d'œuvre, puisque sur tout ce qui est voie terrestre ou aérienne, nous pourrons administrativement nous occuper de faire tout ce qui est d'organisation du transit. Donc là, nous serons bien sûr le lien avec les aéroports pour la famille. Oui, Jean-Paul, parce que votre métier interpelle. Et genre, qu'est-ce que c'est? Alors c'est vrai, c'est un métier un peu particulier, c'est un nom un peu barbare, la thanatopraxie. Thanatos du mot grec qui dit la mort, et praxie, la pratiquer. Alors on pense tout de suite à des choses assez peut-être pas belles, morbides, etc. En fin de compte, notre travail, c'est de rendre la mort moins moche. C'est-à-dire faire en sorte que la mort ait un aspect plus donner une beauté à quelque chose qui n'est pas toujours très beau. Parce que les signes qui sont liés à la mort sont des signes qui sont là pour commencer la dégradation du corps. Et nous, notre but, c'est de ralentir cette chose-là. Alors, au-delà de la technique de la conservation, c'est une pratique qui a beaucoup évolué au fil du temps en France. D'abord limitée à des besoins sanitaires ou exceptionnels. Elle est aujourd'hui encadrée par la loi, comme on l'a dit tout à l'heure, très légiférée. Parce que c'est pas parce que la matière, la personne n'est plus, après on a chacun nos croyances, etc. C'est pas parce que la matière est inerte qu'elle doit pas être respectée. Donc la loi est intervenue parce qu'il y a eu aussi beaucoup de dérives. On sait très bien qu'une loi, elle est là pour encadrer, elle n'est pas là pour dire exactement tout ce qu'il faut faire, mais pour poser un cadre dans lequel chaque personne puisse œuvrer de telle sorte à ce que le corps soit aussi respecté. Et ensuite, elle joue aussi un rôle important pour les personnes qui désirent se recueillir, dans un rôle d'accompagnement auprès des familles endeuillées. Et ce que je vais essayer de vous faire en très peu de temps, de manière très brève, je vais vous présenter un peu la pratique, cette pratique par son histoire, la thanatopraxie, par l'encadrement légal qui est associé, et enfin sa place dans le soutien aux proches. L'évolution historique. Pendant longtemps, la thanatopraxie était très limitée jusqu'au milieu du XXe siècle. Donc, c'est pas si vieux que ça. Elle était surtout réalisée dans les hôpitaux pour des raisons sanitaires ou bien dans le cas de rapatriement de corps. C'est à partir des années 60-70 que cette pratique a commencé à se développer en France sous l'influence des pays anglo-saxons. Mais comme nous, les Français, on est les premiers à avoir découvert cette méthode, mais que les Américains se sont emparés lors de la guerre de sécession. Et ensuite, c'est revenu en France. Donc, on est à l'origine, mais on récupère des pays anglo-saxons ces pratiques. Dans les années 90, ce métier s'est largement répandu. Il a commencé à se démocratiser et n'était plus réservé uniquement à des personnalités ou des situations exceptionnelles. Ensuite, sur la législation, ce qu'il faut se rappeler que la thanatopraxie est une profession très encadrée par la loi. Pour exercer ce métier, il faut être diplômé de ce qu'on appelle le diplôme national de thanatopracteur et ainsi avoir aussi en tant que société une habilitation que la préfecture va nous délivrer. Ces soins ne peuvent pas être pratiqués qu'avec l'accord écrit de la famille, c'est-à-dire que c'est la famille qui donne l'autorisation pour que le thanatopracteur puisse exercer les différentes étapes pour la conservation du corps. Et les lieux, aujourd'hui, sont très légiférés aussi. Ça des lieux qui présentent toutes les facilités pour travailler dans un milieu où il y a une l'aspiration de l'air qui circule, et tout le matériel nécessaire pour pouvoir travailler de telle sorte à ce que le défunt soit le mieux préparé.
L'État, à travers les préfectures et les agences régionales de santé, veille à ce que ces règles soient respectées. C'est-à-dire qu'on a des inspections, des personnes qui viennent de manière inopinée sur des secteurs où on intervient pour vérifier que toutes les règles sont respectées toujours dans la mesure des lois qui sont édictées pour garantir à la fois la dignité du défunt et la sécurité sanitaire. Enfin, l'aspect plus de l'accompagnement, il y a une dimension humaine. Effectivement, au-delà de l'aspect technique, elle permet de redonner au défunt une apparence apaisée. Alors vous allez me dire, je pense que la plupart d'entre vous avez vécu déjà des choses comme ça. Tout le monde n'aura pas forcément le même témoignage. Il est évident que redonner au défunt une apparence apaisée, atténuer les marques de la maladie, suivant les conditions dans lesquelles notre proche nous a quittés, c'est pas toujours la même chose. Et on s'attend parfois à des choses miraculeuses. Et c'est pas tout à fait ça. Donc, c'est prendre conscience que la mort, quand elle est là aussi, elle nous rappelle qu'on peut pas tout faire et qu'on peut pas rendre le mort entre guillemets vivant, quoi. Notre travail, c'est de rendre l'image, en tous les cas, essayer de la rendre la moins dure, la plus douce possible à l'être aimé. Et aussi, il y a un autre aspect qui est important, c'est que le corps continue à évoluer. Et lorsqu'il y a le décès, on pense que ça reste figé sur un certain temps, en le laissant dans un lieu froid. Seulement, cela ne suffit pas. Ça peut effectivement ralentir, mais les processus de dégradation continuent. Donc aujourd'hui, on est souvent dans des familles assez, dans des coins un peu lointains. Et lorsqu'on apprend un décès, il y a un certain temps pour venir et pour se recueillir. Et ça aide aussi à ce que le corps se conserve dans des conditions, on va dire, acceptables. Donc en résumé, la thanatopraxie en France est passée d'un simple geste sanitaire à une véritable pratique sociale et humaine. Son encadrement légal assure le respect du défunt et son rôle auprès des familles accompagne le travail de deuil. Tout ce travail, effectivement, que Jalmav essaye de faire pour tous ceux et toutes celles qui le désirent. Et je pense que ce travail est tellement important que parfois on pense que il est mort, on passe à autre chose, quoi. Il y a effectivement ces transitions qui sont nécessaires et les temps de chacun ne se valent pas. On n'est pas tous pareils là-dessus, on n'a pas tous le même regard par rapport à un être qui nous quitte et on a besoin effectivement d'avoir le temps qu'il faut, et ça je trouve ça magnifique que Jalmav explique bien et donne le temps qu'il faut sans précipiter les choses, sans dire on fait ça en 3 étapes, travail de deuil c'est premièrement ça, deuxièmement ça, troisièmement vous en êtes à ça, maintenant il faut avancer, quoi. Non, c'est vraiment prendre le temps, parce que prendre le temps c'est aussi une manière de dire à la personne qui a besoin que ce temps est nécessaire et primordial. Donc c'est à la fois une profession de santé publique et une mission d'accompagnement au service de la dignité et du lien humain. Je vous remercie. Saurez-vous contribuer fortement à laisser la dernière image de la personne décédée et ça contribue effectivement au deuil. La deuxième table ronde, on va nous indiquer où aller chercher de l'aide. Donc le premier témoignage sera celui de Madame Olivia Tassel-Bonegab, qui est conseillère en économie sociale et familiale, et qui va maintenant vous présenter l'offre d'accompagnement des familles lors d'un deuil du conjoint d'un enfant et la prise en charge par les travailleurs sociaux de la CAF 95. Olivia, dites-nous, que fait la CAF concrètement lorsqu'elle est face à une veuve qui a 2 enfants à charge? Bonjour à tous. Les travailleurs sociaux de la CAF interviennent dans le cadre de l'offre de services décès. Donc, c'est décès d'un conjoint qui est parent, au décès d'un enfant. Pour pouvoir en bénéficier, il faut être allocataire de la CAF du Val d'Oise. Les familles sont orientées par diverses personnes qui peuvent être soit des associations, soit un centre social. Les familles peuvent aussi se présenter au guichet, à nos guichets CAF. Il y en a 3, Sarcelles, Argenteuil et Cergy, le moment du décès.
Donc la famille, en se présentant à un de nos guichets, le certificat de décès est déposé à la CAF et que le service social en est informé, nous pourrons donc ensuite les recevoir. La famille peut aussi recevoir une mise à disposition de notre service pour pouvoir nous recontacter après via le secrétariat d'action sociale. Ensuite, nous proposons, donc, quand on recontacte la famille, de pouvoir les recevoir sur nos permanences. Alors, on a des permanences au plus près des familles dans les centres sociaux de nos différentes villes. Vous pouvez venir après sur notre stand. On a la carte avec les différents lieux. Alors, l'accompagnement que l'on propose aux familles est un accompagnement global. On peut les recevoir sur nos permanences et aussi en visite à domicile en fonction du besoin de la famille et aussi des possibilités du travailleur social. Je vais vous parler du coup de Madame M qui a 50 ans, qui a 2 enfants à charge. Madame n'a jamais travaillé. Le couple vivait des minima sociaux après une période de chômage de monsieur. Monsieur décède brutalement. Madame a été accompagnée par notre service suite à l'orientation d'une association. Un travail d'écoute s'est mis en place durant plusieurs entretiens avant de pouvoir mettre en place les démarches administratives. Madame est restée sous le choc du décès de son mari pendant plusieurs semaines, se sentant abandonnée et tellement seule avec sa douleur. Un entretien par semaine a été réalisé pendant plusieurs mois avant de pouvoir l'aider à se sentir un petit peu mieux et à pouvoir vraiment commencer son travail de deuil. Donc, comme je vous le présentais sur cette situation, c'est d'abord un travail d'écoute, c'est permettre à la famille d'accueillir ses émotions, c'est d'échanger avec elle sur les différentes étapes du deuil qu'elle vit. On a ensuite un travail d'évaluation globale de sa situation, la situation sociale, la situation financière, aussi la famille, les enfants. C'est vraiment de l'évaluation globale et ensuite de déterminer un plan d'action. On va solliciter différentes aides légales, l'allocation veuvage, le capital décès, l'aide au décès d'un enfant, il y a plein de choses. Des ouvertures de droits aussi sont instruites, par exemple le droit au RSA. Le décès à la CAF est un parcours intentionné, ça veut dire qu'en fait on va pouvoir activer les droits très rapidement et permettre à la famille de rester le moins longtemps possible dans la difficulté, notamment la difficulté financière. Donc justement, pour cette petite dame que nous avons accompagnée, nous l'avons soutenue financièrement par une aide au projet familial pour les frais d'obsèques, en plus de l'aide au décès de conjoint auquel elle avait droit. Le CCS est également intervenu pour lui permettre de solder le reste de sa facture d'obsèques. Les assistantes sociales des établissements scolaires ont pris le relais pour les 2 enfants concernés, donc avec du soutien, de l'accompagnement psychologique, des aides diverses, des aides notamment pour la cantine. La fille aînée de Madame a eu une place très importante dans le suivi parce qu'elle était très soutenante pour Madame, mais justement il a fallu faire attention qu'elle ne devienne pas le parent de sa maman en fait, et qu'elle garde bien sa place d'enfant. Madame a été accompagnée aussi par notre service vers la permanence gratuite des psychologues de la ville où elle vivait pour commencer un suivi alors faut savoir que cet accompagnement date de 2020, nous sommes en 2025, le suivi psy continue toujours puisqu'elle a été prise en charge ensuite par l'hôpital de Gonesse. Concernant les démarches administratives, on a aussi pris contact avec le notaire, puisqu'effectivement, il y a aussi toute la procédure d'ouverture du dossier de succession, qui est à faire. Là aussi, il y avait un financement, donc on a aussi sollicité une aide au projet familial à nouveau pour l'aider à ouvrir ce dossier. Donc cette aide, c'est une aide de la CAF qui passe par les travailleurs sociaux, c'est une instruction de notre part. Donc Madame, elle n'avait jamais géré son budget, elle ne savait pas trop où elle en était dans les papiers familiaux, elle n'avait pas du tout ces habitudes-là, c'était monsieur qui le faisait, donc elle était vraiment perdue. On a découvert aussi du coup une situation de surendettement très importante qui a dû déboucher sur un dossier de surendettement en Banque de France, avec tout l'accompagnement budgétaire qu'il a fallu mettre en place, notamment aussi redéfinir ses priorités.
L'accompagnement a duré le temps qui a été nécessaire pour que madame puisse se réapproprier son rôle de maman, qu'elle puisse reprendre des décisions pour elle-même, pour ses enfants, qu'elle acquiert une autonomie dans ses démarches administratives et dans ses démarches budgétaires. La grande tristesse et la souffrance ont fait place aux souvenirs heureux de sa vie avec monsieur, une douleur qui est devenue plus supportable avec le temps. Les rendez-vous se déroulaient au centre social le plus souvent. Des visites à domicile ont été organisées quand madame était perdue, notamment dans ses papiers, pour retrouver un petit peu d'ordre. On a remis en place une organisation qui convient à madame, qu'elle s'est réappropriée. En fin d'accompagnement, madame a souhaité ranger les souvenirs de monsieur et ses affaires. Elle a décidé de laisser quelques photos dans le domicile. Elle n'a jamais souhaité intégrer un groupe de femmes au centre social. Ça lui a été proposé, évidemment. Et elle est restée plutôt centrée sur son cercle familial, mais avec un bon soutien de sa communauté religieuse. Elle avait le souhait de déménager du logement. Elle en a souvent parlé, mais elle n'a pas pu financièrement passer à l'acte du changement de logement. Peu à peu, on a mis beaucoup de temps pour finir ce suivi. On a espacé les rendez-vous et on a fait en sorte de beaucoup la rassurer en ses propres capacités. Voilà un petit peu pour la présentation de cette situation. On veut dire surtout, et on le voit à travers l'exemple, qu'on travaille surtout avec des partenaires et ils sont très importants pour nous. Sans le réseau de partenaires, on ne fait pas grand-chose tout seul. Voilà, je vous invite à venir nous voir sur le stand. On sera ravis de pouvoir échanger avec vous sur l'accompagnement qu'on propose à la CAP. Merci beaucoup, Olivia. Alors maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux bénévoles, Jeanne Malve de la cellule Deuil, Henriette, qui est à l'origine en fait de l'équipe Deuil, et Valérie, elle faisait partie en fait d'un groupe d'entraide qui maintenant est devenue bénévole parce qu'elle nous a dit qu'elle souhaitait redonner ce qu'elle avait reçu. Donc Henriette, peux-tu nous dire quel type d'accompagnement Jeanne Malve propose et nous présenter le pourquoi tu as monté cette équipe? Alors, ce que l'association Jeanne Malve propose pour accompagner les personnes en deuil. Cette association a pour vocation première d'accompagner des malades en fin de vie, offrir une présence bienveillante, parfois silencieuse, et une écoute toujours très attentive. Mais, lors de nos rencontres, nous sommes amenés à constater que nous écoutons aussi les familles et les proches presque autant que les malades, dont leur besoin d'exprimer leur désarroi est important. Lorsque la mort survient, nous sommes souvent là, mais après. C'est alors que nous avons pris l'initiative de créer une cellule d'écoute deuil en 2004. Après la formation au sein de notre fédération ou dans l'association Vivre son deuil, nous avons proposé des rencontres individuelles dans différentes maisons des associations du Val d'Oise. Ces rencontres s'adressent à toute personne confrontée à un deuil, qu'elle soit adulte, enfant ou adolescent, de la maternelle au lycée. Cependant, en ce qui concerne les jeunes, nous pouvons intervenir dans les établissements scolaires dès lors qu'une convention a été signée entre le chef d'établissement et la présidente de l'association dans le cadre de l'éducation à la santé et à la citoyenneté. Les élèves pris en charge par toute l'équipe éducative retrouvent plus vite l'énergie et la confiance nécessaires à la reprise de leurs études. Cette attention bienveillante apaise la colère, adoucit la souffrance et calme très souvent la révolte et la violence du jeune contre lui-même ou contre les autres. Puis, très rapidement, l'intérêt de créer des groupes d'entraide nous est apparu. La plupart du temps,
Ce sont des groupes tout deuil confondus. Mais il nous arrive, lorsque le nombre de personnes est très important, de constituer des groupes spécifiques, comme un groupe composé de parents ayant perdu un enfant. Parents qui restent inconsolables. Deuil tellement douloureux, sensible. Le besoin de partager est impérieux. Les rencontres sont d'une grande intensité émotionnelle. Ces groupes sont constitués après une ou deux rencontres individuelles. Ils ont lieu une fois par mois, durant une année environ, et ils sont animés par 2 bénévoles spécialement formés. Ils restent ouverts généralement pendant 3 mois, ce qui permet d'accueillir d'autres personnes, surtout si le nombre de départs est un peu faible. Le besoin de dire et de redire est si important pour chacune d'entre elles qu'il est nécessaire de limiter à 8 ce nombre de personnes. Réunir des personnes qui rencontrent la même difficulté, vivent des expériences similaires, même si chaque deuil est unique, provoque une symbiose. Chacune peut s'exprimer en toute confiance, en toute spontanéité. Pouvoir dire et redire sa peine sans peur de lasser l'autre. Pouvoir évoquer l'être aimé, prononcer son prénom sans craindre d'être jugé. Dans ce cadre sécuritaire, des liens se créent, des amitiés durables se nouent. Être en lien est indispensable pour traverser le deuil. Ainsi, peu à peu, chaque personne, à son rythme, parvient à réorganiser sa vie. Plus récemment, en 2018, nous avons initié les cafés deuil. Autour d'une boisson, dans un café, lieu neutre, des personnes présentes peuvent librement, sans inscription préalable, sans engagement, rencontrer d'autres personnes touchées par le deuil, échanger sur leurs difficultés à vivre, à survivre, semble le terme plus approprié, et surtout à sortir de leur isolement. Souvent, quelques personnes reviennent, et parfois, elles s'engagent dans un groupe d'entraide. Voici à présent un autre volet de notre accompagnement. Nous sommes à Jalmaf très conscients de l'importance de sensibiliser les enfants à la fragilité de la vie, la maladie, le grand âge, la mort. Donc, nous avons accueilli et installé en 2011 une exposition itinérante intitulée « Le cycle de la vie ». Durant une semaine, nous avons accueilli des classes de l'école primaire. L'objectif de faire évoluer les mentalités et les attitudes face à la souffrance, au déclin et à la mort, tant auprès des enfants que des parents et des enseignants, a, nous semble-t-il, été largement atteint. De plus, toujours avec le même souci, nous proposons dans les écoles et les médiathèques des interventions auprès des enfants avec un matériel très spécifique pour animer des ateliers autour de ce thème, le cycle de la vie. Le sujet de la mort est tellement tabou et le silence autour de ce mot tellement assourdissant que l'association est très régulièrement sollicitée pour témoigner de son expérience dans des lieux de formation touchant à la maladie, au grand âge et à la mort, par exemple dans des lycées professionnels,
des écoles d'infirmières, des centres de formation, familles d'accueil, auxiliaires de vie, protection civile. Nous avons vraiment conscience que ce bénévolat a du sens. Ce travail d'équipe, riche de ses valeurs de solidarité et d'humanité, est source de joie partagée et d'épanouissement. Je vous remercie. Valérie. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Valérie et je suis la maman de 2 enfants, Lisa et Romain. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour témoigner de l'accompagnement Jalmave dont j'ai pu bénéficier. En mai 2015, je perdais brutalement ma fille Lisa, âgée de 16 ans. Quand un tel drame vous arrive, c'est comme un tsunami qui vous submerge et vous laisse anéanti. Vous n'êtes plus capable de réagir, d'interagir avec les autres et de gérer le quotidien. Vous êtes en état de sidération et personne ne peut comprendre ce que vous vivez. Cette douleur immense et viscérale et vous ne savez pas comment vous allez pouvoir continuer à vivre dans cet état. 4 mois après la disparition de ma fille, j'ai eu la chance de rencontrer des bénévoles Jalmave lors d'un forum d'association. Ces 2 bénévoles vont expliquer en quoi consistait Jalmave et comment elle pouvait m'accompagner dans mon terrible deuil. J'ai d'abord eu un entretien individuel avec une bénévole et pour la première fois depuis le décès de Lisa, je me suis sentie écoutée, considérée, sans aucun jugement et avec une immense bienveillance. Elle m'a demandé si j'acceptais de rejoindre un groupe d'entraide de familles endeuillées. J'ai répondu positivement sans trop savoir ce que cela allait m'apporter. Et j'y ai trouvé une véritable écoute au fil de nos rencontres mensuelles. Autour d'un café, les parents endeuillés peuvent échanger, se réconforter, parler de leurs enfants disparus sans aucun jugement et entourés de 2 bénévoles Jalmave, d'un dévouement et d'une empathie extraordinaire. Enfin, je pouvais m'exprimer et parler de ma fille adorée sans devoir me censurer à cause du regard des autres. Car il faut savoir qu'en France, le deuil reste tabou, et encore plus le deuil d'un enfant. Et très vite, vous vous retrouvez isolé. Les relations familiales, professionnelles, sociales, plus rien n'est comme avant ce drame. Alors les rencontres Jalmave sont comme un phare au milieu de la tempête. C'est un endroit chaleureux, bienveillant, où l'on est content de se retrouver à chaque fois, entouré de merveilleuses bénévoles. Et de nombreuses amitiés sont nées durant tous ces mois où j'ai été accompagnée par Jalmave, que ce soit avec les autres parents ou même certains bénévoles. Et c'est ainsi qu'au fil des rencontres mensuelles, la douleur s'apaise et s'atténue. Le manque de nos êtres chers restera à tout jamais, mais petit à petit, la vie redevient acceptable et reprend ses droits. Jalmave m'a apporté l'espoir qu'un jour je pourrais reprendre en main ma vie et continuer mon chemin, malgré la perte de ma fille. J'ai tendance à dire que Jalmave m'a sauvé la vie, mais c'est une réalité. Jamais je n'aurais imaginé être capable de parcourir tout ce chemin durant ces dernières années. Tout cela était possible grâce à tous les bénévoles qui m'ont accompagnée avec une extrême bienveillance, une empathie, une gentillesse et un dévouement sans faille. Je veux ici les remercier, d'autant plus que Jalmave a également accompagné mon fils Romain, âgé de 8 ans au moment de la disparition de sa grande sœur qu'il adorait tant. Toutes les semaines, pendant plusieurs années, une bénévole de Jalmave, spécialisée dans l'accompagnement des jeunes et des fratries, l'a reçu et lui a permis d'avoir un endroit où déposer son immense peine. Elle l'a aidé à comprendre ce qui lui était arrivé et lui a permis de grandir malgré sa différence. Je dois énormément à cette bénévole qui a pris soin de mon fils, moi qui en étais incapable pendant très longtemps. Cette magnifique personne fait toujours partie de nos vies aujourd'hui. Alors 1000 merci
à l'association Jeanne Malve pour tout ce qu'elle nous a apporté, mon fils et moi. Si je suis aujourd'hui debout devant vous, malgré le drame horrible que j'ai vécu et que je continue de vivre, c'est grâce à l'accompagnement des merveilleux bénévoles de Jeanne Malve dont j'ai pu bénéficier. Merci. Merci beaucoup Valérie. Maintenant, j'ai l'honneur de vous présenter donc Laurence Pic, qui est psychothérapeute, formatrice et présidente de la fédération Vivre son deuil. J'ai eu le plaisir de suivre une formation de Laurence qui s'appelait Le deuil dans tous ses états, via la plateforme Happy End, qui propose des formations professionnelles. Et donc j'ai demandé à Laurence si elle voulait bien nous parler des phases de deuil, parce qu'il me parle beaucoup des phases de deuil et qu'est-ce que c'est. Et puis surtout de l'impact que le deuil peut avoir sur notre société, qu'on le veuille ou non, et bien sûr de tous les accompagnements possibles dans les associations en France. Merci beaucoup Laurence d'avoir accepté de venir. Difficile, hein, la transition. Déjà un grand merci. Merci à Jalva 95, merci à toi Annabelle. Ça fait plusieurs mois qu'on prépare cette journée. Et votre présence, c'est vraiment une récompense pour nous parce que visiblement, ça a de l'intérêt et ça nous fait chaud au cœur. Annabelle l'a présenté, je suis psychothérapeute, je suis dans l'accompagnement du deuil depuis. J'ai été endeuillée aussi, très jeune, très tôt. Je vais pas vous raconter ma vie parce que c'est pas le but. Moi, je suis présidente de la Fédération européenne Vivre son deuil. Alors, la Fédération européenne, vous n'en avez jamais entendu parler, bien sûr. C'est un ensemble d'associations qui est spécialisée dans l'accompagnement du deuil. Alors, cette fédération a été créée par un psychiatre, initialement, en 2001, en fait. Et il a consacré sa thèse de médecine à l'accompagnement du deuil. Donc j'en suis l'héritière aujourd'hui, mais pour autant, j'essaye d'en garder les fondements, c'est-à-dire que pour lui, au départ, l'accompagnement du deuil était indispensable, et notamment pour les enfants. Le premier objectif de cette fédération, au début, c'était d'accompagner les orphelins. Et puis le temps passe, et il se rend compte qu'effectivement, il n'y avait pas que des orphelins qui avaient besoin d'être accompagnés, mais évidemment, tout le reste de la famille aussi. Un deuxième objectif aussi très important pour le fondateur à cette époque-là, c'était l'ignorance de ce que c'était ce processus de deuil, à quoi il servait, qu'est-ce qu'on en retirait, qu'est-ce que ça bouleversait et ce qu'on faisait avec. Or, on sait que chaque personne qui est endeuillée vit un processus qui est complètement ignoré de tout le monde, mais que quand finalement, nous, en tant qu'accompagnants, qui sommes formés, du coup, qui sommes supervisés, du coup, qui avons vraiment, à l'image de Jeanne Malve, parce qu'on se rejoint là-dessus, presque une formation professionnalisante, on est parfois plus formés que des professionnels de la santé. Donc, le psychiatre, Michel Lénus, disait « il faut former tout public qui est susceptible d'accompagner ou de recevoir un public endeuillé pour savoir ce qui se passe, en fait. » Alors, je vais essayer d'en parler de manière très courte. Je vais être obligée de survoler, malheureusement, parce que ce que je vais vous raconter, ça se décline sur plusieurs heures, plusieurs jours. Et une formation, on continue de se former tout au long d'une vie, bien évidemment. Mais je voulais surtout souligner le fait que, effectivement, ça a été très bien dit, le deuil est tabou. La mort est tabou. L'accompagnement est tabou. Vous êtes en malade, c'est un tabou aussi. Et on a besoin, nous, de démocratiser cela. Votre présence ici fait du bien, parce que visiblement, ce sujet, si on touche un petit peu, eh bien, on peut très bien le vivre, mais aussi, pas que survivre, mais vivre avec. Je vais essayer de vous parcourir un petit peu ce que vit un endeuillé. Même si, je suis sûre dans la salle, qui est endeuillé? Qui a vécu un décès? Si vous levez la main, voilà, pratiquement tout le monde. Donc c'est quand même assez incroyable. On a 2,5 à 3 millions d'endeuillés par an en France. Un deuil ne dure pas qu'un an. Bien sûr que non. Et tous ceux qui vous disent
que le deuil est pathologique au-delà de 6 mois. Ça, c'est ce qu'on enseigne, c'est ce qu'on dit dans les DSM-5 de psychiatres, etc. Eh bien, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Première chose, le deuil n'est pas une maladie. Bien sûr que non. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller vous faire médicamenter pour pouvoir être accompagné. C'est pas parce que vous avez pleuré au-delà de 6 mois que vous allez être en deuil pathologique. Mais on est dans une société où il faut aller vite. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, il faut faire son deuil. Qu'est-ce que c'est faire son deuil? Alors, moi, c'est ma philosophie de vie et c'est la philosophie de John Malvoisie. Pour moi, on ne fait pas son deuil. On est traversé par le deuil. Parce que le deuil, c'est quoi? Et là, j'en viens à la définition de ce qui est dit par le psychiatre Michel Lanus, mais repris par Christophe Fauré, qui était un de ses élèves, que vous connaissez peut-être. En fait, c'est un processus de cicatrisation naturelle. Naturelle. Qui survient dès que vous apprenez le décès d'un proche. Alors vous savez, le décès d'un proche, c'est simple, hein, que ce soit d'une longue maladie, que ce soit d'un suicide, un accident, une mort violente, quel que soit le type de décès, c'est le coup de fil que vous recevez. Et là, c'est fini. Et le c'est fini marque le début de alors, Michel en parlait comme ça, ce trauma, parce que c'est un trauma psychique, que d'apprendre le décès d'un proche. À partir de ce point-là, eh bien, vous êtes endeuillé. Et que vous le vouliez ou pas, finalement, le processus va se faire. Il se fait naturellement, il est universel et on traverse tous plus ou moins les mêmes choses. Qu'est-ce qu'on va traverser? Une déstructuration, une désorganisation petit à petit de tous nos repères. Et le deuil, c'est très concret. Ça va être... Alors, au début, on va apprendre l'information. Mince, ça y est, c'est fini, il est décédé. Le corps va résister. Le corps va tenir. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il y a une forme de sidération au départ, bien évidemment. On est un peu gelé là. Là, dans le cerveau, comme je disais, ça bug. Ça bug un peu, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va très vite prendre notre carnet d'adresse et puis on va aller appeler nos proches, faire ce qu'il faut, les démarches administratives, et on est embarqué, parce qu'on n'a pas le choix, on est embarqué dans un processus où il faut réagir, donc on va tenir, et puis on va appeler les uns les autres, commencer à organiser les obsèques. Et pour le coup, les obsèques sont vraiment, les rituels funéraires sont fondamentaux dans l'accompagnement du deuil. Et heureusement qu'ils le font professionnellement. On a des professionnels formés qui, pour le coup, connaissent et savent l'enjeu de leur profession pour que le deuil se déroule de manière la plus apaisée possible, on va dire. Donc au début, il y a cet emballement, en fait. Vous êtes dans l'action, vous n'avez pas le choix, et puis il y a les démarches administratives, il y a la CAF, il y a des mutuelles, il y a les pensions de réversion, Enfin, vous imaginez l'empilement administratif en France qui va ajouter une charge, une surcharge au deuil. Mais c'est comme ça. Et petit à petit, vous allez sentir, mais sur du temps plus ou moins long, parce que le deuil se vit de manière très singulière. Oui, il y a un processus qui est universel, que l'on traverse un peu tous, mais en fonction de qui vous êtes, de votre histoire, de vos expériences de vie, du transgénérationnel, est-ce qu'on a parlé visiblement facilement de la mort, est-ce qu'on allait aux obsèques facilement, vous voyez, plein de choses qui font qu'on est tous différents. Eh bien, en fonction de ces différences, vous allez vivre le processus de manière différente. Et surtout, je tiens aussi à souligner, c'est pas parce que vous passez pas par une case, soi-disant une case, que vous avez raté quelque chose. Bien sûr que non. On est tous différents, on est tous singuliers. Et moi, quand je le dis souvent et je fais dans des formations, je dis toujours, on accompagne, mais vraiment, nous, dans la dentelle. Parce qu'on connaît le processus, on le sait, mais on va s'adapter à chaque personne. Chaque personne a son histoire, chaque personne a son expérience de vie.
Et son contexte, bien évidemment, culturel, social, etc. Et on se doit de respecter tout ça. On ne peut pas se comparer. Et c'est ça qui fait la richesse du truc, et en même temps sa singularité, c'est qu'on est tous différents, on est tous uniques. On ne peut pas se comparer. Et même si on a l'impression d'avoir vécu le même deuil que mon voisin, parce que mon voisin aussi, lui, il a perdu comme moi, son mari, ou etc., etc., on ne peut pas comparer de manière similaire. Donc on est embarqué dans nos démarches administratives, et puis on fait les obsèques, et puis on se rend compte que quand on rentre à la maison le soir, en fonction de la personne que vous avez perdue, il manque quelqu'un. Et petit à petit, il y a des repères qui vont, excusez-moi l'expression, se casser la gueule. Il y a des choses qui vont se défaire, qui vont se déstructurer. Et on parle de déstructuration, de désorganisation. Et on sombre là. Mais on est sur du temps long. On est vraiment sur du temps long. Et ça va dépendre de chacun. Il y en a qui vont très vite reprendre le travail. De toute façon, on n'a pas le choix. 3 jours. Si vous perdez un enfant, 11 jours, 15 jours, chance. Excusez-moi, je suis un peu... Voilà, on en est là aujourd'hui. Et puis on se retrouve seul avec, évidemment, des impacts sur notre vie quotidienne. Je parlais des agendas. Tiens, à tel jour, à telle heure, d'habitude, il m'appelait, je l'entends plus. Et puis, mine de rien, j'avais rendez-vous avec lui, je le verrai plus. Et puis, il est plus à côté de moi quand je me couche le soir. Et je faisais des courses, par exemple, pour 2, 3. Aujourd'hui, je suis plus toute seule. Vous voyez, ça s'inscrit concrètement. Le deuil s'inscrit concrètement dans la vie quotidienne. Et mine de rien, c'est dans l'intime que se vit le deuil. Et petit à petit, du coup, il va y avoir une forme de rétrécissement, une forme de repli, parce que même quand on essaye d'évoquer la perte de son proche, même si c'est un membre de notre famille, étant donné qu'on est tous singuliers, qu'on est tous différents, on ne se rejoint pas toujours. Et petit à petit, on s'aperçoit que l'on vit le deuil seul. Et pourtant, le processus se déroule. Cette déstructuration, cette désorganisation, elle peut durer des semaines, des mois. Et il y aura de toute façon un moment donné où ça va devenir de plus en plus compliqué, où le manque, même si on fait semblant, même si la société nous demande de continuer à l'insu de notre plein gré, parce qu'il faut que tu fasses ton deuil. Normalement, ça fait 2 ans que tu as perdu papa. Franchement, tourne la page, fais quelque chose, inscris-toi dans une association, pars en vacances, Vous voyez ? Ces injonctions sociétales qui nous obligent à faire notre deuil. Honnêtement, est-ce que vous croyez qu'on va se dire, allez, lundi, je vais faire un peu de chagrin, mercredi, je vais faire un peu de colère, vendredi, je vais faire un peu de culpabilité. Vous croyez que ça se passe vraiment comme ça ? On ne choisit pas. On ne choisit pas. Moi, je dis qu'on est traversé par le deuil, en fait. C'est lui qui nous embarque, puisque le chemin, je l'ai dit, il est naturel. Donc, on est embarqué dans une forme de, ce que j'appelle souvent, moi, une machine à laver émotionnelle, où petit à petit, la douleur, le souvenir de l'absence, le souvenir de l'autre, mais son absence, physiquement, fait que ça devient de plus en plus difficile. Et ce qui devient de plus en plus difficile, c'est qu'au début, oui, effectivement, on a enterré monsieur, ou un enfant, ou mon grand-père, ou peu importe, mais je vais sur la tombe, il y a des hommages qui sont faits, très bien. Je sais, il est mort, oui, j'en parle, tiens, je gère. Non, j'ai perdu mon grand-père, mais je gère, tout va bien. Sauf que ce qu'on tenait là au début, vous savez, le physique, il tient, psychologiquement, on essaye de tenir, mais petit à petit, on est un petit peu moins performant à son boulot. Impact. On perd un peu la mémoire, et ça, c'est OK aussi. Puis, on n'a plus très faim, et puis on dort un peu moins bien. Et une des caractéristiques, vraiment, du deuil, c'est que ça épuise. Parce qu'on essaye de tenir, on essaye de résister, on essaye d'être là, alors que on est en... Et là, moi, j'ai beaucoup aimé une personne que j'ai accompagnée qui nous disait, mais finalement, on est en convalescence quand on est en deuil. Et oui. Donc,
la machine se répare, le psychisme se répare. Socialement, on essaye de garder les mêmes amis. Et parfois, en fonction du type de décès, que ce soit un enfant, que ce soit un frère par suicide, ou vous voyez, ce genre de deuil, de décès qui impacte, forcément, ça va isoler. Forcément, les gens ne vont plus savoir comment vous parler. Forcément, qu'est-ce qu'on va dire à la machine à café quand on va réintégrer la salariée qui a perdu son enfant? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Et là, grand moment de solitude. Ça, c'est l'impact social que ça peut avoir. Donc, physiquement, le corps, il tient au début, puis à un moment, il craque. Forcément, on va être un peu plus vulnérable. On sait que sur notre système de santé, il y aura un impact, on sera beaucoup plus vulnérable. On va choper le premier rhume qui traîne, voilà, parce que notre système immunitaire, il en prend un coup. C'est OK, c'est normal. Tout ce que je dis est normal. Ne pathologisons pas le deuil. Le deuil est naturel. Donc, vous êtes fatigué, c'est normal. Vous êtes épuisé, c'est OK. Vous êtes plus tout à fait étanche non plus. Parce que forcément, on puise sur des réserves. On voit bien qu'on vit seul et qu'on résiste et que c'est compliqué. Et même avec les voisins, même, vous savez, quand on entend dire ah ben moi, depuis que mon mari est mort, mon voisin change de trottoir. Genre, ambiance, vous voyez ? Donc c'est compliqué, on se referme sur soi-même, c'est de plus en plus compliqué. Mais le processus se fait. Et à un moment donné, le plus difficile, cette phase-là, qui est très importante, c'est, vous savez, quand on va toucher le fond de la piscine, où on a l'impression qu'il n'y a plus rien autour qui tient. Même mes amis, ils peuvent plus m'écouter dans le fait que j'ai envie de parler de mon mari qui est décédé ou de mon fils qui s'est fait foutre en l'air, etc., etc. Je ne peux plus en parler à personne. Je suis obligée de vivre seule avec cette souffrance que plus personne ne veut entendre. Eh bien, on est au fond de la piscine et on n'a qu'une seule envie, c'est qu'on nous foute la paix. Et le plus dur pour l'endeuillé, c'est de réaliser qu'il n'y aura le plus jamais. Vous savez, la phase là. Ouf. Alors on dit, il est en dépression, il veut plus voir personne. Je voudrais rétablir quelque chose. On n'est jamais, je dis bien, en dépression. Ce n'est pas une dépression. Ce sont des phases dépressives. Et ça, c'est très important de le comprendre. Encore une fois, le deuil n'est pas une maladie. Donc, voilà. Vous avez effectivement des moments où vous tombez au fond de la piscine, où la vie devient insupportable. Je ne supporte plus la lumière du jour, j'arrive plus à entendre le sourire des enfants. J'ai envie qu'on me foute la paix, j'ai envie de rester chez moi. Et ça, c'est OK. Et le plus difficile, c'est effectivement ce moment où on réalise le plus jamais. Je ne pourrai plus jamais l'entendre, je ne pourrai plus jamais lui parler, je ne pourrai plus jamais sourire, je ne pourrai plus lui tenir la main, je pourrai plus, le plus jamais. Le côté irréversible. C'est ça le plus difficile dans le processus. Une fois de cette phase, et il y en aura plusieurs des phases, bien évidemment, parce que on ne vit pas qu'une fois cette chose, on a l'impression de faire des montagnes russes. Et oui, on va faire des montagnes russes. Au début, ça va être très difficile, les émotions. On fait des hauts et des bas, et puis petit à petit. Et si on a la chance d'être accompagné, et c'est le sens de nos associations, c'est de pouvoir dire à quel point l'autre nous manque, à quel point l'autre comptait pour nous, ce lien-là qui était si spécifique, si fort. Parce que ce qui va faire justement la force de cet accompagnement, c'est qu'on va comprendre que c'est la qualité du lien qui fait que ça va être plus ou moins difficile de se détacher. La séparation physique est là. Je ne le vois plus. Mais par contre, le lien, c'est le lien d'amour qu'on avait avec l'autre qui fait qu'il va falloir, lui, le transformer. Et c'est cette transformation d'un lien qui était physiquement là à un autre lien d'amour virtuel, mais qui fait qu'en parlant,
en évoquant le souvenir de l'autre, eh bien, on va enfin pouvoir retirer, j'allais dire, le bon grain de l'ivraie, vous savez, des meilleurs moments. Tout ce qui a fait que je l'aimais, que je me suis investie avec lui, que j'ai vécu tel événement, à quel point on était proches, à quel point c'était bon quand on vivait ensemble. Tout ce qui faisait notre histoire. Eh bien, c'est ça qui va finalement, au fur et à mesure, des accompagnements, au fur et à mesure qu'on va pouvoir réévoquer le souvenir de l'autre, faire que cette présence va devenir indélébile. Et on va pouvoir vivre avec l'autre, en nous. C'est ça le processus du deuil. Et ça, c'est sur du temps long. Ça vient lentement, comme peut. J'ai bien aimé le comme peut, parce qu'effectivement, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on est, quelles que soient les injonctions sociétales, quel que soit l'environnement dans lequel on est. On est vraiment tous différents, et on fait ce qu'on peut. Et une fois qu'on a touché le fond de la piscine, eh bien, je dis pas que ça va être simple, mais sur plusieurs temps, ça va revenir. Et au fur et à mesure qu'on va être accompagné, on va pouvoir dire, on va pouvoir déposer notre souffrance, on va pouvoir déposer notre solitude, reconfigurer ce lien, faire en sorte que cette personne devienne notre défunt. On va lui rendre hommage, faire des hommages, pourquoi pas trinquer en son hommage, et puis retrouver le sourire, parce que la vie continue. Et le processus se fait. Donc le rôle de nos accompagnements, c'est cela. C'est de permettre à l'autre de créer cette bulle où il va pouvoir enfin parler de la personne décédée, alors que plus personne autour ne peut l'écouter, l'entendre et le comprendre. On a très peu d'associations d'accompagnement du deuil en France. C'est très peu connu. Pour moi, c'est un enjeu de santé publique, clairement. 2,5 à 3 millions d'endeuillés par an, vous imaginez. Et quand on interpelle les politiques, c'est très compliqué. Choper Madame Vautrin et lui dire, vous savez, on existe et on a besoin de votre aide, on a besoin de votre soutien. Aujourd'hui, c'est pas encore. Et pour autant, on est là, on sait qu'on fait du bien. Il y a une lueur d'espoir parce que on sait qu'il y a dans la fameuse loi d'accompagnement de fin de vie, on apparaît, les associations d'accompagnement du deuil apparaissent. Voilà. Donc, quand vous êtes endeuillé, rapprochez-vous d'associations ou communiquez le nom ou un numéro de téléphone, un lieu où vous pouvez être accompagné, parce que je dis pas que ça résout tout, bien sûr, mais ça permet d'apaiser. En tout cas, ça permet d'aller peut-être un petit peu plus vite sur ce chemin du deuil qui, de toute façon, se fait. Une dizaine d'associations Vivre son deuil en France, une en Suisse, une en Belgique. On n'est pas très nombreux. Heureusement, on a nos partenaires Jeanne Mage qui développent l'accompagnement du deuil depuis longtemps aussi. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Nos deux fédérations se rassemblent et on crée des événements pour que les endeuillés, et on sait à quel point ils sont nombreux, puissent nous rejoindre. Des outils sont en train d'être créés, la Deuillothèque notamment. Il y a d'autres associations, Deuil et Solidarité, enfin, SPAMA bien sûr, sur des thématiques très spécifiques. Voilà, je vous invite à communiquer autour de vous que l'accompagnement du deuil existe. Et je vous remercie.